Je suis Freya Weise, directrice éditoriale adjointe. J'ai 25 ans d'édition médicale. Aujourd'hui, je suis chez Elsevier, responsable d'un portefeuille de revues scientifiques de différentes spécialités médicales, aidée d'une petite équipe. Ces revues s'adressent à des médecins et à des chercheurs, et nous publions des revues en langue française ou en langue anglaise. Bonjour, donc je suis Yasmina Warzoun, je suis directrice des revues professionnelles et je manage l'ensemble du portefeuille des revues professionnelles. Ces revues s'adressent donc à des professionnels de santé assez variés, beaucoup de professions paramédicales, mais également médicales, avec notamment aussi des pharmaciens, des sages-femmes et des médecins spécialisés. Donc, ce sont plutôt des revues de formation continue, sauf une de mes revues, qui est une revue de recherche à destination des infirmières. Donc, dans le cadre de nos fonctions avec Freya, nous initions et développons donc des partenariats avec les sociétés savantes et les associations représentatives des différents professionnels. Et nous sommes responsables de la stratégie de développement de nos revues. Un petit zoom sur Elsevier, puisque comme vous le savez, Elsevier est une grosse entreprise internationale. Alors, dans le monde, nous avons 7500 salariés dans 180 pays et nous collaborons avec 72 000 rédacteurs et membres de comités de rédaction, puisque la particularité de nos revues, c'est d'avoir des comités de rédaction et du coup des rédactions externes et des rédactions internes. Voilà, donc c'est 2500 revues qui publient environ 430 000 articles de recherche par an. Pas que de recherche, mais en tout cas des articles par an. 80% de l'activité provient des produits électroniques, des portails et des sites Internet, et vous devez sans doute connaître Science Direct. Alors en France, nous sommes 200 salariés et nous publions 130 revues, dont 22 revues professionnelles. Les autres revues sont des revues scientifiques de recherche et de formation continue, plutôt médicales. Nous avons des plateformes de diffusion de nos contenus qui sont des plateformes francophones, EM Consult pour les particuliers et EM Premium pour les institutions. Alors, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, j'ai un petit souci. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Du coup, pourquoi publier? Un zoom sur les revues, du coup parlant de la qualité avant tout, puisque c'est ce qui caractérise toutes nos publications chez Elsevier. Vous expliquer qu'est-ce que l'évaluation par les pairs, ce qu'il est important de faire avant de soumettre un article. Une fois que vous avez soumis votre article, qu'est-ce qui se passe jusqu'à la publication? Et nous aurons le plaisir de répondre à vos questions. Pourquoi publier? Alors, on publie pour diffuser son travail au niveau national et international. C'est quelque chose d'important puisqu'il ne suffit pas de publier son mémoire ou publier dans le journal local de son établissement de santé. Là, du coup, ça vous donne une visibilité importante. Ça vous permet aussi de donner accès à votre travail dans la continuité, puisque les abonnés ont accès à tous les articles des revues, donc des archives des revues. Ça vous permet aussi de progresser dans votre carrière, puisqu'en fonction de ce que vous voulez faire, les postes que vous voulez obtenir, les publications sont nécessaires. Et ça vous permet aussi de vous faire connaître dans votre communauté professionnelle et d'échanger avec vos pairs, parce que ça vous permettra aussi, du coup, qu'on fasse appel à vous à des moments donnés pour, du coup, pourquoi pas participer à des congrès, avoir votre avis sur un domaine, puisque vous serez identifié comme un expert du domaine.
L'aspect qui est au centre de l'édition médicale est d'assurer la qualité scientifique des articles que nous publions. Alors, comment pouvons-nous assurer cette qualité? La communauté s'est donné des règles que toutes les revues sérieuses, on va dire, parce qu'il y a aussi de nos jours des revues prédatrices, on en dira peut-être un mot, mais nos revues respectent donc des recommandations très strictes internationales qui ont été mises au point par un comité de rédacteurs et de professionnels de l'édition. Donc, ils se sont retrouvés en 1978 pour éditer donc un document de référence et qui donne les règles pour la conduite, la présentation, la rédaction et la publication des articles. Donc, dans ce document qui est en accès libre, vous trouvez tout sur le rôle des auteurs, les conflits d'intérêts, la mauvaise conduite qui peut exister aussi hein, dans le domaine des sciences et comment il faut présenter un manuscrit, qu'est-ce qui se passe au moment de la sélection des articles. Enfin, tout est parfaitement décrit et ce document de référence est mis à jour tous les ans. Enfin, si on veut le dire en un mot, c'est notre Bible. Hein. Voilà. Et on peut aussi faire référence sous la dénomination de recommandation de Vancouver. Hein. Voilà, ils sont connus sous ce nom-là. Deuxièmement, ce qui est très important de nos jours, c'est le respect des bonnes pratiques en termes d'intégrité scientifique. Que veut-on dire par le terme intégrité? Moi, je dirais, on peut presque dire honnêteté. Hein, parce que quand on publie un article scientifique, l'audience peut s'attendre à y trouver des données validées et vraies et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour faire avancer les connaissances scientifiques pour tout le monde. Donc, depuis toujours, il y a eu des mauvaises conduites, des fraudes, on va dire. Mais actuellement, donc, avec les possibilités qu'apporte l'électronique, on va dire, il y a des cas, de nouveaux cas de mauvaise conduite qui apparaissent et les rédactions doivent être très vigilantes pour les repérer dès le départ. Il y a donc un comité qui s'occupe de l'éthique dans les publications, COPE, et qui a mis au point une charte qui se constitue de diagrammes qui montrent les différents cas de fraude qui peuvent exister et comment y réagir. Parce qu'il y a souvent plusieurs étapes à poursuivre, interroger les auteurs tout de même. Enfin, c'est presque comme une instruction hein, juridique qui peut avoir. Donc, il y a des choses à respecter et si vous vous intéressez à l'édition médicale, faites-y un tour. Enfin, on vous donnera les liens tout à l'heure parce que ça peut être intéressant. Tout y est décrit parfaitement. Puis, cette qualité scientifique, toujours comment nous l'assurons en faisant appel, en nommant donc des rédacteurs qui sont des professionnels, qui sont chercheurs, médecins ou professionnels de santé, infirmières ou autres, en activité. Et ils sont indépendants donc, de nous, éditeurs Elsevier, et ont leur activité de tous les jours et s'occupent de gérer, on va dire, la rédaction dans leur temps libre. Pour ce faire, ils ont recours à un process que vous avez peut-être entendu le terme peer review. En français, c'est l'évaluation par les pairs, parce que chaque article, avant d'être accepté pour la publication, est évalué et doit être accepté ou bien refusé. Alors, pour décrire, pour vous dire un peu plus sur ce process, parce qu'il est vraiment au cœur
de notre activité. Il est donc mené par les rédactions qui sont externes chez nous pour les revues de recherche dont je m'occupe. Donc, ces rédactions, ils font appel à des experts qui sont externes encore à la rédaction, hein, alors que les rédacteurs ont un mandat de quelques années, mais les experts sont invités occasionnellement pour tel ou tel article, hein. Ils ne font pas partie des comités des rédactions, ils sont indépendants. Donc, les pairs, il y a d'autres dénominations, on peut les appeler experts, relecteurs, réviseurs, examinateurs ou le terme anglais reviewer. Donc, on fait appel à ces reviewers qui, eux, à leur tour, vont évaluer chaque article sur le fond et sur la forme. Cet examen se déroule de façon anonymisée, c'est-à-dire l'auteur ne va pas savoir qui a évalué, examiné son article et les experts ne vont pas savoir qui a écrit l'article. Ce qu'on recherche à assurer, c'est qu'il n'y a pas d'influence. On juge vraiment sur le fond les choses. La forme se réfère ici à l'orthographe ou à d'autres vices des formes qu'on peut trouver, mais qu'il n'y ait pas un favoritisme ou autre parce qu'on connaît l'auteur et on peut avoir une affinité. Ça ne doit pas exister. Il doit avoir vraiment indépendance du jugement. Et donc, le processus anonymisé s'est avéré indispensable pour éviter donc, ces influences. Et en dernier lieu, on trouve donc la sélection des articles parce qu'il y a une décision si oui ou non il peut être publié dans les revues. Et maintenant, je vais, par le déroulement donc, de ce diagramme, vous expliquer pas à pas comment ça se passe. Alors, vous souhaitez publier votre article. Vous avez repéré une revue qui vous pense avoir le projet éditorial qui correspond à ce que vous aviez écrit, une rubrique qui vous paraît adaptée à votre article. Et donc, les revues primaires de recherche, c'est nous, ont un site de soumission. Donc, ce site de soumission va recevoir vos fichiers et ils vont apparaître dans le menu du rédacteur en chef. Le rédacteur en chef a le premier regard sur l'article, donc il va décider si la ligne éditoriale de la revue peut accueillir un tel article ou si le niveau ne permet pas d'aller plus loin et de l'évaluer. Alors, il peut arriver qu'il refuse directement l'article ou bien parce qu'il ne va pas tout mener lui-même, il va transférer l'article à un rédacteur associé plutôt spécialisé dans le sujet de l'article et c'est ce rédacteur associé qui va envoyer l'article en lecture. Comme on dit, il va l'envoyer à, en général, 2 spécialistes, 2 reviewers qui ne se connaissent pas entre eux et indépendamment l'un de l'autre vont juger cet article, ils vont l'évaluer sur le fond, sur la forme, ils vont faire des commentaires précis, parfois paragraphe par paragraphe, hein, ça dépend du niveau de l'article, et ils vont recommander une décision. Ils vont recommander de le refuser d'emblée, de l'accepter d'emblée ou de demander des révisions de l'article, une révision de l'article à l'auteur. Cette révision, elle peut être mineure parce qu'il y a des petites corrections de la forme à mener ou majeure parce qu'il manque peut-être des détails importants. On doit ajouter des tableaux ou on doit réécrire un chapitre qui n'est enfin pas un chapitre mais un paragraphe qui n'est pas assez clair. Donc ça, ce serait donc une révision majeure. Donc la recommandation de la décision est transférée au rédacteur en chef qui, lui, va prendre la décision finale. Et cette décision finale va être communiquée donc à l'auteur
qui, en cas de révision, va resoumettre l'article retravaillé en annotant bien qu'il a tout corrigé, commentaire par commentaire, et ainsi le processus peut recommencer jusqu'à ce qu'il y ait la décision acceptée ou refusée. Il peut arriver que les reviewers ne sont pas d'accord, qu'il y ait des avis de lecture divergents. Il y a peut-être dans le cas extrême, un qui va dire accepter, l'autre refuser. Dans ce cas-là, c'est le rédacteur associé qui va faire appel à un troisième lecteur pour pouvoir départager, voir vers où penche, on va dire, la balance et recommander sa décision au rédacteur en chef. Voilà en détail ce processus qui peut se dérouler plusieurs fois. Un mot sur le terme indexation. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, j'y suis. Un mot sur le terme indexation que vous l'avez sans doute entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Indexer veut tout simplement dire référencement du contenu d'une revue dans une banque de données bibliographique. Le contenu voulant dire l'ensemble des articles sont référencés avec tous les titres de leurs articles, les auteurs et l'abstract, pour pouvoir consulter qu'est-ce qui a été publié dans telle et telle revue. Vous connaissez peut-être la banque de données la plus connue de la National Library of Medicine, PubMed, Medline, qui référence donc beaucoup de revues, et dans la mesure où elle est à accès gratuit, elle est facilement consultable et répandue. Il est également possible de calculer un indice pour les revues de primaire de recherche qui est très important, notamment pour les auteurs. Vous avez entendu parler de l'impact factor et peut-être aussi du site score. Ça, ce sont des indices qui se calculent à partir du nombre de citations qui est mis en rapport avec le nombre d'articles publiés par une revue donnée. Ainsi, on peut savoir combien de citations en moyenne reçoivent les articles d'une revue donnée. C'est pris comme un indice de qualité, mais effectivement, vous comprenez bien que les auteurs ont quelques biais aussi pour citer telle ou telle revue qu'ils connaissent. Ainsi, ces facteurs peuvent aussi indiquer la notoriété d'une revue et pas une qualité scientifique en soi. Je vous dis ça parce que nous avons bon nombre aussi de revues qui ne sont pas indexées, mais qui appliquent toutes ces mesures pour être irréprochables en termes de qualité de ce qu'elles publient, sans être indexées. Il est effectivement aujourd'hui très difficile d'être admis dans ces banques de données parce qu'ils ont beaucoup de contenu, et effectivement, les revues en langue française récoltent souvent moins de citations que les revues en langue anglaise, et donc il est plus difficile pour elles de se voir admises dans ces banques de données. Une fois que vous avez décidé de publier, donc avant de rédiger votre article, il est important de se poser quelques questions. Alors, une des questions primordiales, c'est à qui vous souhaitez vous adresser. Quelle est la cible? Est-ce que ce sont des médecins spécialisés? Est-ce que ce sont des infirmiers, des kinés? Est-ce que ce sont des hospitaliers, des libéraux? Voilà, toutes ces questions sont importantes parce que c'est vraiment le fil rouge de votre article. Comme le disait Freya, faut-il publier uniquement dans des revues indexées?
et tout en sachant que la majorité de nos revues ne sont pas forcément indexées, mais répondent à tous les critères de l'indexation et sont des revues qui suivent toutes les recommandations internationales pour publier des articles de qualité. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de l'objectif. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une revue indexée parce que du coup, vous allez passer, voilà, vous souhaitez changer de poste, vous allez passer un concours et du coup, on va vous demander des articles publiés dans Medline. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important à se poser en fonction de l'objectif que vous avez aussi par rapport à votre carrière. Est-ce que ce sont des revues nationales ou internationales? Quand on parle de revues nationales, c'est des revues en anglais. Alors, il peut y avoir des revues internationales à diffusion francophone. Voilà, donc c'est pareil, c'est un vrai choix que vous devez faire. Est-ce que vous devez publier en français ou en anglais? Pareil, qui voulez-vous toucher? Est-ce que du coup, dans votre communauté professionnelle, les gens sont majoritairement anglophones ou pas? Voilà, donc ça, c'est pareil, ce sont des questions importantes. Et après, quel type d'article? Puisqu'il y a plusieurs typologies d'articles, donc quel va être du coup l'angle et le type d'article que vous souhaitez publier. Et pour cela, il est important d'aller voir les instructions aux auteurs parce que ces instructions aux auteurs vont être un guide qui va faciliter le processus de rédaction de votre article. Chaque revue a forcément des instructions aux auteurs, donc il faut vraiment aller les consulter avant de vous lancer dans le processus d'écriture. Parce que ça va déjà vous permettre de voir quels sont les types d'articles qui sont acceptés dans cette revue. Voilà, vous aviez projet de publier dans telle revue, vous regardez, puis tout d'un coup, vous voyez qu'il n'y a pas forcément la bonne typologie d'articles. Donc, c'est important parce que si vous n'avez pas la bonne typologie d'article, vous risquez d'avoir votre article refusé. Non pas parce qu'il ne serait pas de qualité, mais simplement parce qu'il ne correspond pas au projet éditorial de la revue. Donc, vraiment, les instructions aux auteurs, c'est vraiment un guide et que ça doit être votre Bible quand vous avez décidé de publier dans une revue particulière. Et vous avez donc des instructions sur les différents éléments demandés pour les articles. Certains éléments sont obligatoires, on va y venir, mais en tout cas, ça vous donne, pareil, un peu le là sur qu'est-ce qu'il doit y avoir obligatoirement dans mon article. Voilà, donc là, vous trouvez les instructions de nos revues sur les différentes plateformes, que ce soit EM Consult ou EM Premium. Et voilà, vous avez aussi le Journal Finder où vous pouvez aussi trouver nos instructions aux auteurs. Quels sont les éléments importants qui doivent absolument figurer dans votre article? Alors, il faut la rubrique, c'est-à-dire, c'est là, par exemple, que vous allez dire, par exemple, c'est une lettre à la rédaction, c'est une mise au point, c'est quelque chose qui va dans la rubrique clinique, pédagogie, formation. Est-ce que c'est un article original? Est-ce que c'est une revue de littérature? Voilà, donc tout ça, ça doit figurer et ça doit être conforme au projet éditorial de la revue. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez bien vous assurer qu'il y a bien ce type de rubrique dans la revue où vous souhaitez publier votre article. Donc, chaque article doit avoir un titre, français, anglais, un résumé. Si vous êtes plusieurs auteurs, donc il faut qu'on ait l'auteur correspondant qui soit signalé et il faut qu'on ait absolument l'adresse mail de l'auteur correspondant puisque c'est lui après qui va valider l'article. Il nous faut également donc la liste des auteurs et leur affiliation complète, c'est-à-dire l'université ou le service ou l'hôpital d'appartenance, le nom du service, le nom de l'établissement, la ville, le pays. Et pour les revues professionnelles, il faut aussi la fonction. Voilà, est-ce que du coup, on est infirmier, on est cadre de santé, on est pharmacien, voilà, ça, c'est des éléments importants
que regardent beaucoup nos lecteurs également. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils veulent savoir qui a écrit l'article, quelle est sa fonction et qui parle. Si vous avez des figures, des tableaux, donc ils doivent être envoyés. Également, si vous avez des photos, il faut qu'elles soient en bonne résolution. Vous avez toutes les instructions dans les recommandations aux auteurs. Et vous devez nous fournir aussi les légendes. Également les copyrights si du coup, ce n'est pas vous qui avez fait cette figure ou ce tableau. Doivent aussi impérativement figurer les liens d'intérêt. Voilà, est-ce que du coup, vous avez des liens d'intérêt par rapport à cet article? Si oui, il faut dire lesquels. Sinon, il faut signaler que vous n'en avez pas. Le rôle de l'éditeur, donc une fois que votre article a été accepté. L'éditeur va produire donc, les articles que vous avez soumis. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les articles vont rentrer en production, ils vont être mis en page, hein, puisque vous allez fournir un fichier Word, et on va du coup avoir différents circuits d'aller-retour avec vous pour que vous puissiez du coup voir votre article monter, y apporter des modifications si besoin. Peut-être qu'il peut y avoir besoin d'actualiser quelques chiffres, de préciser certaines choses. Et en tout cas, vous allez recevoir une épreuve, pouvoir faire quelques modifications. Et nous allons rentrer ces corrections et mettre en ligne votre article. La particularité d'Elsevier, c'est que tous nos articles sont d'abord en ligne avant d'être imprimés si c'est une revue papier. Donc, une fois que tout est conforme pour la mise en ligne, il va y avoir un référencement des revues dans les bases de données, dont vous a parlé Freya tout à l'heure. Voilà, et donc on va diffuser ce contenu pour indexation dans les banques de données. Là, votre article et du coup la revue associée va être diffusée aux abonnés dans sa version électronique sur les sites et dans sa version papier. Donc, c'est ce qu'on appelle le routage. Le routage, c'est l'envoi de la revue imprimée aux abonnés. Et voilà, et nous avons aussi un service d'abonnement qui gère voilà, tout ce qui a trait aux abonnements. Mais nous ne faisons pas que ça, puisque c'est important aussi de faire de la publicité et de mettre en avant nos revues. Donc, on a un service marketing voilà, qui va du coup s'occuper des pages d'accueil des revues, des emailing, qui va faire des webinars, etc. Le tout est de vraiment faire connaître la revue dans sa communauté professionnelle. Dans nos revues, nous avons aussi des espaces de publicité et des bannières publicitaires sur nos sites, tout en sachant que le modèle de nos revues n'est pas du tout un modèle lié à la publicité. Nous avons un modèle lié aux abonnements. Et nous sommes aussi, en tant qu'éditeurs, partenaires des sociétés savantes médicales, des associations professionnelles, et ce qui nous permet aussi d'assurer la diffusion du savoir et que nos revues soient reconnues comme des revues de qualité. Pour résumer donc les étapes de la production, de l'acceptation à la publication, un petit schéma très visuel. Donc, une fois que votre article a été accepté, donc il y a tout un travail qui est fait à la rédaction, notamment sur les revues professionnelles, pour rendre votre article le plus conforme possible aux critères de publication. Il va du coup après être mis en page. Donc, il va y avoir différentes relectures au niveau de ces épreuves mises en page, et notamment la vôtre. Hein. Vous allez ce qu'on appelle valider votre BAT auteur. BAT, c'est le banc à tirer.
Une fois que vous avez donné votre OK pour publication et que du coup, toutes les corrections ont été rentrées, du coup, ça part pour la mise en ligne. Donc, et du coup, ça va aller sur nos plateformes et ça va du coup être aussi imprimé. Alors, notre numéro de la revue est prêt. Où est publié le contenu ou comment est publié ce numéro. Vous avez entendu parler de l'impression, donc 70 à 80% des revues Elsevier-Masson ont encore une version print, papier. Ce qui est différent par rapport au groupe au niveau international. Il y a plus maintenant des revues électroniques que des revues papier. Mais ici en France, dans les 130 revues, la grande majorité a encore une version papier. Donc, les particuliers, donc les individuels, les personnes qui ont un abonnement, les personnes et aussi les institutions, c'est-à-dire les services hospitaliers, les bibliothèques, qui ont un abonnement à la revue vont recevoir donc la version papier s'ils y sont abonnés et en même temps, ils vont avoir un accès électronique au contenu de la revue qui est publié sur plusieurs sites. Alors, pour les particuliers abonnés, ils vont avoir accès au site EM Consult, Elsevier Masson Consult, qui regroupe donc nos revues. Donc, c'est un site en français. Pour les institutions, c'est un peu différent. Quand elles sont abonnées, si elles ont un abonnement avec la plateforme française, ça va être EM Premium, Elsevier Masson Premium. Ou bien elles peuvent également s'abonner à ce moment-là, c'est vraisemblablement un bouquet à la plateforme Science Direct. Donc, Science Direct publie toutes les revues donc, du groupe Elsevier en intégralité. Et c'est un site en langue anglaise. Enfin, vous connaissez probablement. C'est un site international et il y a des abonnés qui sont issus de 80 pays dans le monde. Alors, un mot sur l'open access parce que c'est maintenant dans l'actualité. Alors, pour vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, parce qu'il y a pas mal de confusion avec ce nouveau modèle. Traditionnellement, toutes les revues scientifiques fonctionnaient exclusivement sur abonnement. Donc, comme je vous ai dit, ou un particulier ou une institution s'abonnait. Bien. Et donc, cet abonnement finance le travail de l'éditeur. Depuis le début des années 2000 est apparu un nouveau modèle économique qu'on appelle Open Access ou accès libre, qui ne se base plus sur l'abonnement à la revue. Il n'y a plus d'abonnement à une revue Open Access. Le financement de cette revue n'est pas assuré donc par les abonnements, mais par les frais de publication que paye l'auteur. En anglais, on dit APC. Hein. Euh, euh, donc, ce sont les frais de publication qui sont plus importants que les frais pour l'abonnement. Hein. Mais c'est absolument pas, rien n'est obligatoire, on va dire. C'est l'auteur qui décide s'il souhaite publier gratuitement et donc sous abonnement ou s'il souhaite publier open access et à ce moment-là, il paye des frais de publication. Aujourd'hui, là aussi, vous avez peut-être entendu parler, il existe ce qu'on appelle le plan S
d'un consortium qui s'appelle Coalition S. Donc, ce sont des bailleurs de fonds, ce sont donc les instances ou institutions qui ont financé des projets de recherche avec l'argent public et qui exigent que quand les auteurs publient donc des résultats de ces recherches, qui exigent qu'ils donnent immédiatement accès à leur publication. Donc, il y a différents modèles où l'article est déposé, le manuscrit accepté est déposé dans des archives ouvertes, type HAL en France, ou bien il y a on a prévu pardon, des frais de payer des frais de publication et l'auteur publie Open Access, ce qui donne immédiatement l'accès libre pour le public. Donc, c'est un choix qui peut être fait et qui doit être fait par l'auteur et c'est possible de publier par les deux régimes pour toutes les revues Elsevier Masson. Toutes les revues donnent la possibilité de publier sous le régime Open Access ou sous abonnement. Quelques liens pour terminer, parce que si vous vous intéressez donc au monde de l'édition, d'abord la traduction française des instructions aux auteurs, on va dire universelles, dont je vous ai parlé, des recommandations Vancouver. Il y a ici le lien donc à la traduction française, ou bien les diagrammes COPE qui expliquent quoi faire quand il y a mauvaise conduite. Donc, vous avez les diagrammes ici avec donc le lien. Et si vous souhaitez savoir plus sur la rédaction en tant qu'auteur, il y a des vidéos et des webinaires qui sont en ligne à accès gratuit sur le site d'Elsevier Research Academy. Il faut juste savoir que c'est en langue anglaise. Quelques références pour en savoir plus. Là, du coup, on vous a mis quelques ouvrages pour vous aider dans la rédaction de vos articles. Et également, pour ceux qui connaissent la revue Soin, nous avions consacré un numéro spécial sur valoriser les travaux scientifiques et professionnels en 2013, mais qui est toujours d'actualité. Voilà, donc vous pourrez tout à fait consulter ces différents ouvrages et cette revue, en tout cas, ou sinon, regardez sur nos plateformes. Alors, peut-être quand même le message important à vous passer pour ce webinaire, c'est oser, lancez-vous. C'est très important de publier dans votre carrière et nous sommes là aussi pour vous accompagner et vous aider et n'ayez pas peur de le faire parce que on voit bien que chez les différents professionnels de santé, le réflexe de publication n'est pas forcément automatique et pourtant il est essentiel. Et comme disait Louis Pasteur, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Voilà, donc en tout cas, au plaisir de vous lire. C'est vraiment ce qu'on souhaite à l'issue de ce webinaire. Et maintenant, place à vos questions, parce que vous en avez forcément des nombreuses. Merci. Absolument, merci beaucoup Yasmina et Freya, c'était très instructif et très clair. Alors effectivement, on a pas mal de questions, donc ça a été très riche. Alors, existe-t-il des appels à communication régulièrement soumis ou peut-on en soumettre spontanément? Alors, oui, on peut soumettre spontanément. Hein. Pour les revues primaires de recherche, c'est même le premier mode dans lequel on reçoit les articles, c'est la soumission spontanée. Ça n'empêche pas que nous faisons des campagnes d'appel à articles, presque plus connues maintenant en anglais, hein, Call for Papers. Effectivement, nous en faisons
raison, mais non, non, vous pouvez spontanément soumettre votre article. Peut-être aller voir d'abord ce que publient les revues hein, pour vous familiariser, puis choisir la revue. Et comme disait Yasmina, lancez-vous parce que ce process de peer review, notamment pour les revues en langue française, il est, comment dire, il est presque aussi une aide à la publication parce que le retour des experts est là pour vous aiguiller. Hein. Il n'est pas là pour casser, on va dire, et il est là pour perfectionner votre article. Hein. Si le message est intéressant, bon, ça, oui, il le faut quand même, et adapté à la revue, mais au-delà, ce process de peer review est vraiment un investissement en temps qui va vous être bénéfique pour l'article et qui va l'amener à un niveau qui est digne de la publication. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Peut-on soumettre son article à plusieurs revues à la fois? Eh bien non. L'idée, justement, est d'éviter les multi-soumissions. C'est quelque chose aussi qui relève de l'éthique éditoriale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier, du coup, enfin, pardon, proposer une revue, oh là là, un article à plusieurs revues. Vous avez bien vu ce qui se passe une fois que votre article a été envoyé à la rédaction. Donc, ça veut dire qu'on met en place tout un process pour pouvoir évaluer votre article. Et du coup, ça implique plusieurs professionnels de santé. Ça nous implique aussi au niveau de la rédaction. Et si vous soumettez à différentes revues, et que du coup, chacun va mettre en place ce genre de dispositif, et du coup, c'est vrai qu'il faut nous aussi qu'on soit bien sûr que derrière, on puisse publier votre article. Et hélas, on a parfois des personnes qui font comme ça des multi-soumissions. Alors, il faut faire attention. Alors, déjà, nous, on communique entre les revues. Hein, donc, si c'est chez Elsevier, ça va très vite se savoir. Et du coup, ça peut du coup être quelque chose qui risque du coup de vous pénaliser pour la suite. C'est-à-dire que tout de suite, on va se dire, attention, cet auteur, il nous a déjà fait des multi-soumissions et du coup, on va être peut-être aussi un peu plus frileux. Mais en tout cas, non, logiquement, vous soumettez à une revue et vous attendez le retour de la revue. Donc, si la revue vous dit, bah voilà, par exemple, révision avec du coup des modifications alors majeures, mineures, en fonction du reviewing, à vous après de décider ou pas donc de continuer avec nous, mais en général, les auteurs vont jusqu'au bout puisqu'ils ont eu des éléments leur permettant d'améliorer leur article. Et par contre, voilà, si vous décidez de ne pas continuer, il faut nous le dire, puisque sinon, ce n'est pas la peine de nous continuer à miser sur votre article. Donc voilà, donc c'est vraiment important d'attendre la réponse de la revue, de la rédaction externe, voilà, qui va vous dire si oui ou non votre article va pouvoir être publié. S'il n'est pas pu, si du coup il y a un avis négatif qui est rendu, voilà, on vous dit bah non, votre article est refusé pour telle et telle raison, ou souvent hein, c'est aussi parce que les auteurs n'ont pas forcément soumis à la bonne revue, que ce n'est pas conforme au projet éditorial et ce n'est pas toujours parce que votre article n'est pas de qualité. Mais en tout cas, une fois que vous avez une réponse négative de notre part, là, oui, vous pouvez aller soumettre votre article à un autre éditeur ou à une autre revue. D'accord, merci beaucoup. Alors, une autre question. Est-ce que quelques fautes d'orthographe dans un article soumis sont rédhibitoires? Moi, je dirais rédhibitoire, non,
après quelques, faudrait définir. Non, ce qu'on va dire, c'est que ça ne jette pas une bonne lumière, hein, déjà, voilà. Soignez quand même le niveau de l'orthographe de votre article. Ce n'est pas très compliqué. On peut se relire, on peut faire passer un correcteur automatique sur son texte. Bon, toujours pour comme disait Yasmina, ne pas pas pénaliser, mais ne pas avoir un point négatif dès le départ, on va dire. Hein. Parce que les rédacteurs, c'est vrai qu'il y en a qui disent, bon, souvent, c'est étonnant, un article, quand déjà, il a beaucoup qui posent des problèmes au niveau de la forme, dans l'orthographe. Souvent, le message ne va pas être bien travaillé, ne va pas être bon. Et comme par hasard, bon, on est souvent obligé de refuser ces articles. C'est presque comme un indicateur déjà. Donc voilà, donc c'est oui et non, c'est-à-dire non, ça ne peut pas être un argument pour rejeter un article, bien évidemment que non, mais ça démontre que peut-être l'auteur n'a pas apporté tout le soin qu'il aurait fallu avant de soumettre. Et bon, c'est un petit point négatif, on va dire. Voilà, mais c'est jamais l'unique raison pour refuser un article. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est l'importance aussi de se faire relire. Ouais. Parce que vous êtes dedans, donc tout vous semble très explicite, mais vous êtes dans votre logique. Et du coup, un regard extérieur est toujours le bienvenu, que ce soit pour la structure de l'article en lui-même, mais également, ça vous permettra, s'il y a des fautes d'orthographe, que du coup, elles vous soient signalées et ça vous évitera du coup voilà, d'avoir à soumettre un article avec des fautes. D'accord, ok. Donc, il faut éviter évidemment Oui. les fautes d'orthographe, mais il ne faut pas non plus que ce soit un frein Non. pour tenter de soumettre. Alors, une autre question. Bon, alors, il y a beaucoup de revues là dont vous pouvez parler, mais la question porte sur le nombre de mots minimum. Est-ce qu'il y a un minimum admis pour pouvoir rédiger un article? C'est dans les instructions aux auteurs. Ça va être D'accord. par rubrique. Et c'est, oui, moi je dirais, hein, Yasmina, c'est systématiquement mis dans les instructions. Hein, ou Oui, c'est en c'est dans nombre les de instructions. signes, Ouais. ou c'est nombre de mots. Hein, donc voilà. Voilà. Alors, certaines revues fonctionnent avec le nombre de mots, d'autres avec le nombre de signes espace Ouais. compris. Voilà, donc ça, c'est vraiment des indications que vous avez dans les instructions aux auteurs. Ce qu'on peut dire peut-être pour le résumé, c'est 250 mots. Hein, voilà, D'accord. hein, le résumé de l'article. D'accord. Alors j'ai une autre question. Un étudiant demande si on peut faire donc, des articles en one shot ou alors il faut toujours s'inscrire dans une série. Et à l'inverse, est-ce qu'une série est possible? Tout est possible. Un article, un one-shot et une série. Donc après, il faut simplement, si c'est une série d'articles, il faut présenter à la rédaction son projet. Mhm. Alors ça, Alors, c'est valable pour les revues professionnelles, hein, pardon. non, non, mais effectivement, ça peut être utile d'envoyer un mail dans ce cas-là au bureau éditorial. Là aussi, dans les instructions aux auteurs, il va avoir une adresse mail bon, pour poser une question. Et à ce moment-là, on indique je prépare une série sur tel sujet. Est-ce que ça peut intéresser? Vous voyez, ça aussi, c'est quand même possible parce que ça a l'air d'être voilà, un grand travail. Autant savoir au départ si ça peut intéresser. Mm. Moi, je dirais ça. D'accord, ok, très bien. Une dernière question, est-ce qu'on peut partager son article sur les réseaux sociaux? Ah, c'est une grande question. Alors, on ne peut pas partager son article sur les réseaux sociaux. On peut signaler que cet article va paraître dans telle revue, donner le lien pour consulter cet article via nos plateformes, mais vous ne pouvez pas donner le PDF de votre article donc sur les réseaux sociaux ou le même mettre sur un blog, sur un site, puisque vous avez aussi cédé vos droits à l'éditeur. Vous allez signer un contrat de cession de droits d'auteur, mais qui vous protège aussi, qui protège aussi vos droits
nous, au niveau de l'éditeur, en tout cas, on protège votre article. Et du coup, non, vous n'avez pas le droit de le publier, voilà, de le mettre en ligne comme ça sur des réseaux sociaux. Alors, ce qu'on peut dire, de toute façon, quand vous mettrez le lien, et ça va buter donc au fait que c'est sous abonnement qu'on consulte le texte intégral, la personne ou les personnes vont quand même voir le résumé, hein, ce qui est déjà pas mal. Et puis, dans le cadre de la publication, il est quand même possible de partager son article, mais à usage privé, on va dire. Hein, des réseaux sociaux, c'est pas très privé, on va dire. Voilà. Donc, on a effectivement avec la publication la possibilité pendant 50 jours de partager l'article en intégralité, mais toujours usage privé. Et les réseaux sociaux, c'est quand même public. Donc, vous voyez. Bon. D'accord. Une dernière question sur les revues hybrides. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont les revues qui donnent la possibilité de publier sous les deux modes que je vous ai présentés, sous abonnement ou open access. Donc, les deux types d'accès sont, on va dire, supportés par la revue. Donc, c'est l'auteur hein, qui choisit, comme je vous ai dit. Donc, l'article va figurer au sommaire avec le petit signe open et tout le monde peut y accéder, ou bien fermé sous abonnement. Ça se passe au niveau de chaque article. Hein. On va buter ou on ne va pas buter. Et ça, une revue qui permet ça, c'est une revue hybride. Et en l'occurrence, toutes nos revues donnent cette possibilité parce que c'est le souhait de l'auteur qui prime, c'est lui qui décide ce qu'il souhaite faire. D'accord, ok, super, merci beaucoup. Bah, c'était très clair, pardon. Alors, on a terminé avec les questions. Donc, si vous voulez rajouter un dernier mot pour la fin, vous pouvez. Puis autrement, on va se dire au revoir. Non, mais c'était un plaisir. Je pense que pour tout le monde hein, dans ce domaine, en sciences, médecine, donc pour les professions de santé, c'est utile de se tenir au courant des règles, notamment hein, que s'est donné l'édition médicale. On va bien hein, avec la crise actuelle que tout le monde s'interroge comment fonctionne la science et donc c'est intéressant. On espère vous avoir pu donner quelques éclaircissements sur le fonctionnement. Et moi, pour finir, je n'ai qu'une envie, c'est de vous lire. Donc, et lancez-vous.